Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas de Oser Investir, que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur son site Oser Investir. Je suis ravi de pouvoir faire cette nouvelle interview. Comme d'habitude, on va discuter immobilier et après les fonds dérive un petit peu sur d'autres choses. On verra comment se passe à chaque fois chaque interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout, nous dire un petit peu ce que tu as fait dans l'immobilier jusque-là, où est-ce que tu en es au niveau patrimonial et quelles sont tes avancées finalement sur l'immobilier sur tes dernières années? Déjà, salut Benjamin, merci beaucoup pour cette invitation, du coup, pour cette petite interview. Donc, tu l'as bien dit, hein, effectivement, j'ai un blog autour de l'immobilier, enfin un blog. J'ai surtout un Instagram que je prends. Et donc, oui, j'investis dans l'immobilier, même si je ne viens pas du tout de ce milieu et souvent j'étonne d'ailleurs quand je dis que j'investis dans des colocations à distance sans CDI et même sans permis parce que pour le coup c'est le cas en bon petit, je vais dire parisien, je ne suis pas parisien, hein. Je suis breton, mais c'est vrai qu'en ayant vécu à Paris très tôt, j'ai pas passé mon permis. Ça ne m'empêche pas finalement là de retourner, on va dire en province, chercher la rentabilité. Et donc voilà, donc j'investis dans des colocs euh, de façon à avoir une. Je ne suis pas encore rentier à 100%, mais rentier en devenir. Ok, ça marche. Il y a eu quelques bugs. On va voir si ça va continuer tout au long de l'interview, mais il y a eu quelques bugs. Mais si je résume ce que tu nous as dit, tu es beaucoup dans l'investissement dans les colocations et je trouve hyper intéressant. Je ne le savais pas du tout. Tu es sur des colocations, donc à distance, si j'ai bien compris. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as fait ce choix-là? C'est très intéressant. En plus, tu dis que tu le fais sans permis. Bravo à toi, justement. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Pourquoi tu as fait ce choix-là et comment tu arrives à gérer ça justement à distance? En fait, j'ai fait ce choix-là assez bêtement parce qu'il n'y avait pas de rentabilité. Il n'y avait pas de rentabilité sur Paris. Donc, je me suis dit autant aller à distance. Je suis allé du coup dans l'ouest de la France. J'avoue que je ne donne pas la ville exacte, mais j'ai été chercher une ville qui était rentable. Mais d'ailleurs, les villes rentables, c'est vrai qu'il y en a partout en France. Il faut juste trouver une ville moyenne étudiante. C'est souvent ce que je conseille d'ailleurs. Et ça s'est fait assez naturellement. Enfin, l'immobilier ne s'est pas fait naturellement parce que je ne sais pas si tu veux qu'on revienne un peu sur le début de mon parcours, comment je suis arrivé là. Mais je ne suis pas du tout de base dans l'immobilier. Je ne suis pas du tout dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, dans rien de tout ça. Moi, j'avais une vie très, très, très rangée, très classique, voire même, comment te dire, même pas. Enfin, je suis intermittent du spectacle, donc je n'ai pas de CDI de base. Et quand tu es intermittent du spectacle, je ne sais pas si tu connais ce statut. C'est un statut où on va dire qu'on est dans une certaine précarité. Enfin, pour les banques, hein, toujours pareil, on n'est pas dans une précarité, mais on n'a pas de CDI, donc on n'a pas CDI, on va chercher les contrats. Et là-dessus, c'est vrai que mes collègues de taf et tout me disaient, mais jamais tu pourras investir dans l'immobilier, regarde, c'est compliqué. Euh, de- pour louer des appartements, la plupart de mes collègues font du Photoshop, hein, pour pouvoir louer des apparts parce que les propriétaires ne veulent pas, quoi. Et il y avait du coup un peu de ce truc de si les propriétaires ne veulent pas louer les appartements aux intermittents du spectacle, alors les banques prêter de l'argent, ça ne marchera pas, ce sera juste impossible. Et j'étais dans cette routine un peu de toute façon à dépenser de l'argent, à être très acheteur compulsif, aimant la marque Apple, j'avais tendance à acheter un peu tout ce qui passait à crédit. Donc, je partais d'un truc qui avait rien à voir et je vivais ma vie parisienne à fond jusqu'au moment où j'en ai eu marre parce que je travaillais sur l'émission C'est mon choix. Je ne sais pas si tu connais l'émission C'est mon choix avec Evelyne Thomas. Et j'en ai eu ras-le-bol en fait de travailler sur des thèmes à la con et de me dire mais c'est pas ça ma vie en fait. C'est pas dépenser ma thune, travailler et rentrer chez moi avec voilà, vraiment une émission qui me tentait, qui ne me plaisait pas. Et j'ai tout quitté, je suis parti en Asie faire de l'humanitaire en Inde. Et ça a été le déclic, si tu veux. Là, je me suis dit, ma vie ne me convient pas, donc il faut que je fasse quelque chose. Et je suis parti donner des cours d'anglais et de maths dans les bidonvilles de New Delhi, dans la banlieue de New Delhi en Inde.
Et là, ça a été pour moi une révélation, ça a été une vraie claque qui peut paraître un peu cliché pour certaines personnes. Alors, je dis parisien encore, je ne suis pas parisien, mais le côté le parisien qui se barre en Inde faire d'humanitaire. Mais honnêtement, ça m'a apporté tellement, c'était complètement fou. Et là, j'ai fait un tour d'Asie. Et quand je suis rentré en France, je savais que ma vie devait être différente. Je savais que je ne pouvais plus reproduire ce que j'avais fait depuis une dizaine d'années, puisque j'avais 30 ans à ce moment-là. Et là, ça a été un déclic. Mais en fait, tu sais, des fois dans la vie, tu ne sais pas d'où. Il y a un déclic qui se met en place, mais ce n'est pas pour autant que que tu sais comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas actionner. C'est très bien, je reviens d'Asie, j'ai passé 6 mois en Asie, en Inde, mais qu'est-ce que je fais à Paris? Et en reprenant mon boulot, je me suis dit, mais je ne vais pas continuer là-dedans, c'est pas possible. Et là, c'est ma propriétaire de l'époque qui m'a aidé, puisqu'elle a mis fin à mon bail de location. J'étais locataire depuis 12 ans, et elle a mis fin à mon bail, et c'est là que je me suis retrouvé sans appart, à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, je me suis mis à chercher un appartement parce qu'il y a un ami qui m'a dit, tu sais, ce sera plus simple pour toi d'être propriétaire que de louer un appartement en tant qu'intermittent du spectacle. Et là, je l'ai écouté, je me suis dit, OK. Et c'est comme ça que je suis tombé dans l'investissement immobilier. Sauf que bon, après, il y a eu la petite histoire de est-ce qu'il vaut mieux acheter sa résidence principale ou faire du locatif? J'ai compris qu'en faisant du locatif, je gagnerais plus d'argent et c'est comme ça que je pourrais me sortir de mon quotidien parisien qui ne me convenait plus. Et c'est ce que Donc, le j'ai fait déclic, finalement. finalement, si je résume un petit peu tout ce que tu nous as dit, ça me parle beaucoup ce que tu disais, le côté gros déclic, voyage à l'étranger, parce que je suis également passé par là. Donc, je comprends complètement ta situation où tu rentres, tu sais que tu n'as pas forcément envie de cette vie-là, mais finalement, tu ne sais pas exactement ce que tu as envie non plus. Donc, t'as pas, si je comprends bien, tu n'as pas été tout de suite vers l'immobilier, c'est en voulant chercher ta résidence principale au début où tu t'es dit, ah, pourquoi pas l'immobilier finalement. Qu'est-ce qui a enchaîné derrière où tu t'es dit Ouais, finalement, tu n'as pas acheté ta résidence principale et du coup, tu as préféré acheter un bien directement locatif? ouais, c'est ça. Je me suis positionné sur un bien, sur ma résidence principale, sur le coup, parce que je suis une personne en général, quand j'ai un objectif, j'y vais. Je fonce un peu tête baissée et je dis on verra bien. Donc j'ai trouvé un appartement à Paris, mais c'était un appartement 14 mètres carrés à 183 000 euros. Tu vois un peu le truc. Donc c'était centre Paris, mais c'était hors de prix. Bon, c'était pas possible quoi. Et du coup, là, j'ai eu mon crédit, hein. Le pire, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Non, ce n'est pas ça. Je peux faire de l'argent avec l'immobilier. Donc, j'ai décidé de stopper l'achat de ma résidence principale. Et ça a été complètement folklorique hein, dans l'idée, puisque la banque ne voulait plus. En fait, la banque voulait me financer parce qu'elle avait validé mon dossier. Et donc, elle ne voulait plus annuler mon dossier pour ma résidence principale. Ça, je me suis retrouvé à débarquer non, mais vous pouvez pas me financer, c'est impossible, je suis intermittent du spectacle, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Enfin, c'était assez folklorique. Bon, Mais le c'est fait quoi est que le notaire finalement, a fait une erreur. je trouve ça hyper intéressant. C'est quoi finalement qui a été ton déclic? Parce que tu as quand même été donc jusqu'à signer le compromis, recherche de biens. Et qu'est-ce qui t'a Ouais. fait dire en fait, oulala, merde, 180 000 euros pour un 14 mètres carrés, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Il y a eu un truc, tu as vu une vidéo, une discussion marquante avec quelqu'un? Euh, j'ai vu une vidéo, je cherchais à l'époque des infos sur l'immobilier, mais surtout la résidence principale. Mais en fait, quand on tape immobilier, on passe très vite aux investissements IMO. Et donc, je suis tombé sur des vidéos qui disaient n'achetez pas votre résidence principale, faites du locatif pour gagner de l'argent. Et ça a été un déclic un peu particulier parce que les gens autour de moi, ils me disaient mais tu vas pas écouter ces gourous du net quand même. T'es pas complètement maso. Tu vas pas écouter un mec qui te dit fais du locatif, tu vas gagner de l'argent. Tu es intermittent du spectacle, tu reviens d'Asie, tu n'as pas d'argent de côté. Bon, à un moment donné, on te prête de l'argent pour ta résidence principale, sois content. C'était un peu ce qu'on me disait. Et contre toutes les personnes qui vraiment ne faisaient pas du tout confiance en ce que j'étais en train de mettre en place, et que j'ai décidé de mettre fin à cette résidence principale, on m'a dit, tu es complètement fou. Mes parents, mes amis, c'était totalement cet esprit de, t'es fou, en fait, t'écoutes, tu tombes dans une secte. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Et finalement, bah, j'ai annulé grâce à une erreur qui a été faite dans le compromis, comme quoi les choses n'arrivent jamais par hasard.
il y a une erreur qui a été réalisée dans la rédaction du compromis et j'ai pu me rétracter grâce à cette erreur. C'est assez fou. 3 jours avant la signature finale de la vente, de l'acte authentique. Ok, j'adore. Ok, Et vraiment une chouette ouais, histoire pour le coup. En effet, l'univers t'a attiré vraiment pile ce dont tu avais. On appelle ça comme on veut. Hein, je dis l'univers, la vie ou tout ce que tu veux, mais tu t'es attiré vraiment pile ce qu'il te fallait à ce moment-là finalement. ouais, j'aime bien ce que tu dis parce que je suis, même si je suis dans l'immobilier, j'ai un côté assez spirituel et je crois aux synchronicités de la vie. Je crois aux choses qu'on nous met sur nos parcours qui nous font comme ça changer de direction parce que finalement, je pars du principe que pour être heureux, il faut être aligné et que des fois, on ne va pas vers cet alignement personnel et on a des blocages. La vie nous donne des blocages ou alors la vie nous aide à trouver notre chemin. Et je pense que la vie m'a aidé à me mettre voilà, mettre le pied dans l'immobilier et l'entrepreneuriat. Et ça a fonctionné puisque j'ai annulé le compromis. Du coup, j'ai annulé la vente. Et 3 mois plus tard, j'achetais ma première colocation à 750 euros de cash flow net d'impôts en province, ce qui a été une réussite pour moi. Et du coup, là, j'ai pu dire à mes potes et à mes parents, bah, vous voyez, c'est possible, c'est possible. Et comment t'as été chercher le financement? C'est quelque chose, c'est la première fois en toute franchise que j'interviewe un investisseur comme toi qui a eu une situation qu'on pourrait appeler de non stable, en fait, comme tu l'as dit toi-même, d'intermittent du spectacle, etc. Il y a d'autres conditions, on va dire, un peu plus simples pour obtenir un financement. Comment tu as fait? Quel a été le déclic? Comment tu as été négocier ça auprès de la banque? Comment tu l'as présenté pour arriver à te faire financer? En fait, euh, ça n'a pas été compliqué de me faire financer, bizarrement. Encore une fois, je pense que là, on va s'attaquer à ce qu'on peut appeler des croyances limitantes. Du côté, pas de CDI, c'est pas possible. Mais en fait, pas du tout. J'avais aucun problème à me faire financer en étant intermittent du spectacle. Parce que la banque, qu'est-ce qu'elle a regardé? Elle a regardé mes 3 dernières années en tant qu'intermittent. Et elle a lissé, du coup, mes salaires sur 3 ans. Et à partir du moment où je pouvais prouver qu'en gros, je recevais des salaires sur 3 ans minimum, eh ben, il n'y avait aucun problème. Elle aurait même accepté sur 2 ans. Donc, bon, moi, il y avait beaucoup plus d'années, bien évidemment, mais elle m'aurait même accepté sur 2 ans. Et ça n'a pas été un souci. Après, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi monté un business plan. C'est vrai que mon dossier était ultra carré. J'avais fait tout le nécessaire. J'ai quand même passé les 2 premiers mois. J'étais focus sur gérer mon compte comme jamais. Mes potes m'ont pas reconnu. Hein. Je notais mes moindres dépenses étaient notées. La banane que je pouvais acheter à 16 heures en pause au boulot à l'époque, je notais les 30 centimes ou 40 centimes de banane. Et je répertoriais toutes mes dépenses dans des cases pour savoir, en fringues, j'ai dépensé tant, je sais pas, en nourriture tant, en verre tant. Et j'ai enlevé tout ce qui ne servait à rien. Alors, j'ai remarqué que j'avais des crédits à la conso que j'avais contractés, je ne savais même pas pourquoi, des années auparavant. Sur mon téléphone, j'avais 3 assurances pour mon téléphone. J'avais l'assurance Apple, j'avais l'assurance Darty où j'avais acheté mon téléphone et j'avais l'assurance de mon opérateur. Ah, mais je partais de loin, de très très loin. Donc, j'ai tout vraiment remis à jour du coup, mes comptes étaient de perfection. Il y avait, je mettais 20% de mon salaire tous les mois. Tout était vraiment très carré. Je suis arrivé avec des comptes ultra propres, avec un dossier idem. C'était un exposé PowerPoint qui expliquait le business plan de cet appartement de A à Z. Franchement, le banquier, il m'a dit, je vous finance tout de suite. Hein. Ça a été il y avait aucun problème. Enfin, cela dit, je tiens quand même à dire que, parce que c'est vrai que là, ça a plus marché pour ceux qui sont arrivés par la suite, parce que même si le dossier était très bien monté, on était sur un investissement en résidence principale pour avoir 25 ans. Mais mon dossier Donc, restait néanmoins très carré. donc, juste pour repréciser pour ceux qui nous suivent, c'est que tu as présenté l'investissement comme une résidence principale plutôt que de le présenter comme un investissement locatif? Exactement.
En fait, j'avais l'avantage d'être encore une fois intermittent du spectacle et mon métier, c'est journaliste. Et en fait, journaliste, finalement, ben, à une banque, tu racontes l'histoire que tu veux. Tu n'es pas obligé de… Journaliste, c'est pas comptable forcément. C'est pas, il y a pas ce blocage-là, je suis bloqué dans une ville. Donc, c'est passé en tant que, ben, oui, pas de problème, vous pouvez habiter là. Faut que l'histoire soit bien racontée. C'est souvent ce que je donne comme conseil aux personnes qui me suivent, ou qui me posent des questions. Il n'y a pas de problème avec une banque. On peut presque tout raconter à partir du moment où il y a une cohérence. C'est cohérent et où ce n'est pas tiré par les cheveux, finalement. Et pour aller jusqu'au bout de l'histoire, parce que j'ai également employé plus ou moins des techniques comme ça avec les banques, certaines personnes, des fois, peuvent avoir peur de se dire, bah oui, mais comment l'a pris ta banque? Une fois qu'elle a su, elle a dû bien se rendre compte au bout d'un moment que finalement, tu n'habitais pas là. Quelles ont été les conséquences, en fait? Est-ce qu'il y en a eu ou est-ce qu'il n'y a rien eu du tout? Comment s'est passé un petit peu la suite? Bah, ça n'a posé aucun problème. En fait, je pense, pour être honnête avec toi, euh, ma conseillère de l'époque avait très bien compris ce que je faisais. Elle savait. Et très vite, quand on arrivait à la signature finale, elle m'a dit, mais bon, quand même, vous habitez Paris, on va peut-être mettre une assurance propriétaire non occupant, parce que vous pouvez peut-être faire du Airbnb en attendant, alors que ce n'était pas du tout le but, puisque j'allais faire une colocation. Mais c'était même elle qui tendait le bâton. Il n'y a pas de problème, j'ai compris ce que vous faites. Et, et pour la petite histoire, quand j'ai enchaîné, c'était même pas… Ma conseillère m'a dit bon, allez, c'est pas grave, une deuxième résidence principale dans l'année, c'est possible, je vous le finance en résidence principale pour le deuxième bien et ça vous fera aussi du 25 ans. Souvent, il ne faut pas croire que les banquiers, déjà, ils ne sont pas bêtes. Et un banquier intelligent qui connaît les investisseurs, finalement, ne va pas aller contre les techniques dites d'investisseurs et peut même être de notre côté et nous aider à faciliter les choses. Carrément, je suis complètement d'accord avec toi. Et le fait, on le précise souvent et je me rends compte que c'est vraiment un gros point commun qu'on a avec tous les investisseurs, c'est de voir son banquier plus comme un partenaire. Certains vont le voir des fois un peu comme un adversaire, comme quoi la banque, c'est le mal, entre guillemets. Alors que loin de là, et que finalement, on peut en faire vraiment un véritable partenaire. Tu disais que tu as enchaîné dans la même année. Donc là, à l'heure actuelle, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, sans rentrer forcément dans les détails, hein, mais où est-ce que tu en es d'un point de vue patrimonial? Donc, tu as deux colocations. Est-ce que tu en as fait d'autres ensuite? Non, j'ai enchaîné aussi avec une troisième. Du coup, là, je dois avoir un peu plus de 12 locataires, 11, 12. Et c'est ça, en fait, tous les 6 mois, globalement, j'achète un bien. Donc, ça ne fait pas si longtemps parce que ça remonte à 2018 quand… Alors, je reprends l'interview parce qu'on a été coupé suite à une petite panne de Wi-Fi, les aléas, comme on dirait, du direct, même si on n'est pas en direct parce que j'aurai le temps de monter cette interview. Je te posais justement la question, Nicolas, de savoir où est-ce que tu en étais d'un point de vue patrimonial. Donc, tu disais que tu as enchaîné un bien tous les 6 mois. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus ce que tu as fait exactement? Oui, c'est ça. En gros, une fois que j'ai mis le pied dans l'immobilier, j'ai toujours été dans ce côté action finalement, parce que l'avantage, c'est pas forcément un avantage, mais j'avais mis cette technique que vu que j'investis à distance et que je suis pas sur place, et ben quand je rénove un bien, les fois où je vais checker les travaux, et ben à ce moment-là, je fais des visites en parallèle. Comme ça, je perds pas mon temps et je rentabilise mon temps à 100%. Et donc, je les ai vite enchaînés sur un bien tous les 6 mois. Alors là, ça ne fait pas non plus si longtemps que j'ai commencé. Là, j'ai 3 colocs, j'ai 11, 12 locataires, enfin colocataires du coup. Et c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement. J'ai jamais eu un moment donné où j'étais on va dire, en stand-by, sans activité immobilière. Soit je suis en fin de rénovation, soit je suis en recherche, soit je suis en signature. Et on dit souvent qu'il vaut mieux aller voir plus souvent le notaire dans l'année que son médecin. C'est vrai que pour l'instant, je touche du bois et on est plus dans ces eaux-là, même si je ne fais pas partie des gens qui vont acheter 10 apparts en même temps. J'aime bien faire les choses bien. Je fais des colocations
alors dites à thème, c'est pas à thème forcément, mais enfin, j'aime bien travailler la décoration et créer le coup de cœur. Et c'est souvent ce que je mets en avant, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investisseurs, ça c'est une réalité. Il y a également de plus en plus de gens qui font de la qualité. Donc, pour se différencier, il faut faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et je vais vraiment travailler la décoration pour faire des décos coup de cœur, des décorations qui sortent de l'ordinaire et des décorations qui ne sont pas dans ma ville. J'ai étudié un peu la concurrence et du coup, je fais ce qui n'est pas fait dans ma ville pour me différencier à 100%. Et comment justement, est-ce que les trois colocations, c'est dans la même ville où tu as changé un petit peu de ville et comment tu as fait un petit peu ton étude de marché? Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans ton cas, qui se retrouvent dans des villes finalement où il n'y a pas de rentabilité, comme tu disais à Paris, qui cherchent à aller dans d'autres villes. Comment tu as choisi finalement cette ville ou ces villes directement? Ben, j'ai vraiment fait des études de marché assez classiques en tapant dans des villes où le mètre carré était plutôt bas, sous les 2000 €, où on pouvait quand même louer plutôt bien les chambres quand on faisait des chambres de qualité et une rénovation, en tout cas de qualité. J'ai regardé tout ce qui était démographie. C'était pour le coup des. J'ai été. Alors, c'est assez drôle. Encore une fois, c'est vrai que je ne veux pas forcément dire où j'ai investi, mais j'ai été dans une ville que je connaissais Hmm. comme ça. Hein. Je ne la connaissais pas très bien, mais je la connaissais et je la détestais. Ok. C'était une ville que je détestais absolument, mais j'ai vu qu'on pouvait y trouver de la rentabilité. Alors je dis, ben, pourquoi pas? Finalement, je connaissais déjà globalement comment elle était faite. Donc ça a été plus simple pour moi. Mais je me souviens au début quand on ne connaît pas une ville, ben, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les annonces, on appelle les agents immobiliers, on est sur Google Maps et puis on check un peu les quartiers. Enfin, il y a un vrai travail qui a à faire là-dessus. Des fois, ça me fait rire les personnes qui me disent, ah, mais je ne trouve pas de ville rentable. Et quand je leur dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Bah, non, mais j'ai regardé un peu sur le Bon Coin. Mais en fait, les gens, ils regardent ça comme s'ils faisaient du shopping sur Amazon, en fait. Ça ne va pas plus loin. Donc, effectivement, quand tu n'es pas focus sur ton objectif, ça ne fonctionne pas. Et à un moment donné, quand je me suis dit, j'investis dans l'immobilier, je veux des colocations rentables à 10% de rentabilité et je dois passer à l'action dans les 3 prochains mois, tu es obligé d'être focus. C'est une rigueur, en fait, qu'il faut s'imposer. Et donc, à partir du moment où je me suis imposé cette rigueur, ben, c'est des coups de fil, on regarde où sont les écoles, on regarde les annonces sur le Bon Coin, on regarde quels sont les prix globalement. J'avais tenté aussi à l'époque une annonce fictive. Bon, je sais que c'est un peu aujourd'hui, bon, il y a les pour et les contre parce que ça fausse aussi le marché et c'est une vérité. Trop d'annonces fictives fait qu'à un moment donné, tu ne sais plus réellement est-ce qu'il y a de la demande ou pas dans une ville. Mais à l'époque, moi, ça avait très bien fonctionné, surtout que j'étais totalement hors saison. Donc, je m'étais retrouvé à faire une annonce fictive au mois de mars, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus 10 000 colocations sur le marché et ça avait très, très bien pris. Et puis, ça s'est fait vraiment naturellement, en fait. Là-dessus, c'est en fait naturellement dans du passage à l'action. C'est toujours ce que je dis, c'est du passage à l'action. Même à un moment donné, j'ai eu ras-le-bol de mon boulot, bah, je suis parti en Inde. Je ne suis pas resté à Paris en disant je me fais chier, c'est compliqué, j'aime pas ce que je fais. Ben non, stop, on arrête, on regarde quel est le problème et on passe à l'action et on fait autre chose. Et l'immobilier, ça a été la même chose. Je passe à l'action, donc j'appelle, je fais. Et c'est l'action qui amène des résultats. Parce que l'action amène de l'énergie. C'est souvent ce que je dis, peu importe finalement le projet d'une personne, bah, c'est en faisant que ça va apporter quelque chose. Et maintenant, tu restes complètement focus sur l'immobilier. On n'en a pas exactement parlé, mais est-ce que tu vis pleinement maintenant de l'immobilier ou en parallèle, bah, tu commences à vivre pleinement de oser investir et de ton activité de conseil? Comment tu te situes là à l'heure actuelle en ce moment? Bah, en fait, je suis entre trois choses. C'est-à-dire que j'ai toujours des contrats d'intermittence. Ok. Donc, je suis toujours journaliste sur certaines émissions. Pourquoi je garde ça? C'est parce qu'il ne faut pas se leurrer. À partir du moment où j'arrêterai l'intermittence, je n'aurai plus de revenus. Et mine de rien, là, j'ai un bagage derrière moi d'un certain nombre d'années d'intermittent du spectacle, donc ma banque me fait confiance. Et je pars du principe que j'ai envie d'épuiser ma capacité d'emprunt au maximum avant de lâcher mon boulot. Encore une fois, ça c'est moi, parce que je pars du principe, même si aujourd'hui j'avoisine les 2 000 € de cash flow net d'impôt, euh, moi, je ne veux pas vivre avec 2 000 € net par mois. Sauf si j'allais vivre dans la Creuse hein, ou peut-être vivre dans un petit village en Thaïlande. Pourquoi pas? Mais là, ce n'est pas mon objectif. Donc, je pars du principe que oui,
pour certaines personnes, on pourrait dire ah ben, je suis rentier. Non, moi je m'estime pas rentier parce que j'estime qu'il me faut plus d'argent pour vivre au quotidien. Donc j'ai toujours mes petits contrats d'intermittence. L'avantage c'est que je les choisis maintenant et que je ne choisis plus des choses qui ne me plaisent pas. Ensuite, j'ai l'immobilier donc qui me rapporte de l'argent, surtout que j'ai négocié des différés bancaires. Et sur mes 3 appartes, donc 3 colocs avec des différés bancaires, ça empoche quand même pas mal, mine de rien. Et à côté de ça, j'ai donc mes accompagnements que je peux faire. Et ça, je l'ai développé au fur et à mesure. Et j'ai même traîné à ce niveau-là. Mais à partir du moment où j'ai commencé à investir, je me suis dit, tiens, je vais créer une chaîne YouTube. Honnêtement, au début, il y avait même pas d'idée de quoi que ce soit derrière. Et il y a eu quasi 1 an de vidéos où c'était juste regarder mes rénovations, le avant-après, des conseils. Mais il y avait rien de marketing derrière tout ça. Mais au fur et à mesure de communiquer sur Instagram et sur YouTube, bah, les personnes viennent me voir et me posent des questions. Et à un moment donné, quand tu vois que ça te prend 1 heure et demie par jour pour répondre aux messages Instagram, tu te dis, il y a peut-être quelque chose à développer derrière. Et c'est surtout que les gens, enfin, il y a certaines personnes qui m'ont demandé, est-ce que tu accompagnes? Et j'avais rien de prêt, donc je disais, ben non, pas pour le moment. Et donc, bah, par la suite, j'ai créé un accompagnement et ça s'est fait naturellement, mais ça s'est fait plus par la demande et la curiosité. Et encore une fois, l'action, le passage à l'action, la curiosité, l'enthousiasme. C'est, bon, Et juste une dernière question, Nicolas, parce que je trouve ton parcours très atypique et c'est ça qui est vraiment inspirant. Comment tu as géré, est-ce que tu aurais des conseils à donner sur le fait de gérer les investissements hors de ton domicile finalement? Est-ce que c'est énormément de week-ends consacrés où tu as fait les déplacements en train pour aller sur place? Est-ce que tu as missionné entre guillemets quelqu'un que tu avais sur place qui gérait pour toi les recherches, les travaux, etc. Comment tu as géré un petit peu cette partie-là? bah, investir à distance, ça demande de mettre en place des process, hein. Ça, c'est évident. C'est pas comme si j'avais la colocation à 200 mètres et que c'était facile d'y aller. Euh, pour le premier bien, il a fallu que je me déplace et que je fasse 15 visites en 2 jours. C'est comme ça que j'ai fait et pour moi, c'était complètement fou parce qu'il y avait ce truc de j'étais en vacances et dès le lendemain, de mes vacances, je prenais un train à 7 heures du mat pour aller faire 15 visites immobilières. Et dans le train, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, qui je suis en gros? Enfin, il y a trois, enfin, il y a 4 mois, j'étais à découvert et j'étais dans une merde pas possible. Et aujourd'hui, je suis investisseur immobilier et je vais aller visiter des biens. Ça me paraissait complètement fou. Et puis, j'y suis allé au culot, j'ai visité, je m'étais fait imprimer, je sais que je ne les ai pas là, mais je m'étais fait imprimer une carte avec marqué mon prénom, mon nom, investisseur immobilier, avec un petit logo. Enfin, et je m'étais dit, mais j'ai pourtant rien fait, quoi. Mais c'était juste, ok, j'y vais. Et donc, en visitant, ça c'est aussi c'est un conseil qui marche plutôt bien pour connaître une ville. Une fois qu'on a fait une étude dite virtuelle, où on a vraiment regardé sur Internet, faire 15 visites d'appart en 2 jours, la ville, on la connaît par cœur. Les agents immobiliers sont tellement bavards, ils sont tellement à te raconter les anecdotes. Faut pas aller là. Là, c'est un quartier qui craint. Là, par contre, ils vont faire un tram ou ils vont faire un métro. Et en fait, ils donnent toutes les infos. Après, il n'y a plus qu'à les suivre un petit peu, voir avec qui on a le meilleur ressenti, voir ceux qui connaissent très bien les investisseurs et qui proposent des bonnes affaires. Et ça s'est fait, entre guillemets, facilement comme ça. Sur les 15 appartes, aujourd'hui, il y avait la peur au début. Mais si j'avais su, j'en aurais acheté 4 d'un coup. Parce qu'il y en avait au moins 4 C'est qui toujours ce qu'on étaient… dit ça après. Et c'est toujours ce que je Toujours. me dis, même encore moi régulièrement. Si j'avais su tout ça avant, j'en aurais acheté 4 par an. C'est ça. Et résultat, bah, je l'ai pas fait et j'en ai acheté un, celui qui me paraissait, qui me parlait le plus. Et, et là, en gros, pareil, dans la foulée que je fais une offre qui est acceptée, avant de repartir à Paris, je fais venir 3 artisans. Les Hmm. artisans, ils se déplacent. Alors, c'est vrai que hein, j'ai eu du bol, hein. Les 3 artisans se sont déplacés quasi dans la journée d'ailleurs. Je les ai appelés le matin, ils sont venus dans la journée. Donc, bah, une fois que tout est mis en place et que l'agence savait que j'habitais Paris, euh, elle a fait même les contre-visites avec les artisans, même quand j'étais pas là. Donc, Ok. ça a été vraiment des personnes qui ont compris, qui ont accepté, qui ont favorisé aussi les échanges.
Et après, ça s'est fait naturellement quand j'ai choisi mon artisan. Bah, j'y retournais une fois par mois, mais ce n'était pas par obligation. C'était parce que je tournais mes vidéos YouTube. C'était même pas réellement. En fait, mon artisan me faisait des vidéos. On faisait des FaceTime, on faisait des choses pareilles, bêtes qui se font aujourd'hui. Il y a eu, je crois que c'est arrivé une fois pour le premier appart où il m'a dit bah, ça serait bien que tu viennes parce que là j'ai un souci d'agencement au niveau de la cuisine. Bon, bah, j'y suis allé, mais de toute façon j'y allais tous les mois et toujours pas. Mes journées, mes week-ends là-bas, c'était uniquement immobilier. Et ça fonctionne bien en fait. Le réseau se crée du coup très rapidement. Donc je recevais des appels pour des nouveaux apparts. Mon artisan, lui aussi, me proposait des appartements. En fait, ça fait un peu boule de neige quand on commence à activer ça et qu'on est vraiment focus. Encore une fois, il savait très bien que j'étais motivé. Et du coup, l'avantage aussi d'investir à distance, c'est qu'une fois que l'appartement est fini, bah, j'y suis allé pour le meubler. Et donc, j'ai dormi dans l'appartement. J'avais du coup un pied-à-terre, donc j'étais plus obligé de prendre un Airbnb ou de faire un aller-retour dans la journée. Et j'ai dû passer 2, 3 week-ends pour le premier appart. Et moi, j'ai adoré ça. Parce que du coup, on vit dans la ville, on rencontre du monde. J'ai rencontré plein d'autres investisseurs. J'ai créé des amitiés de fous. Et je ne pensais pas ça non plus. Mais c'est pour ça qu'investir à distance, ça m'a ouvert à plein de choses, à des rencontres, à des amis, à des échanges. Et du coup, bah, de fil en aiguille, et justement, c'est grâce aux personnes que j'ai rencontrées, j'ai trouvé, alors j'aime pas le mot, parce que c'est pas, le problème c'est qu'il n'y a pas de mot pour ça, j'ai trouvé un homme à tout faire. En gros, c'est un mec qui a vu qu'il y avait une grosse demande pour les investisseurs immobiliers et qui a créé sa boîte d'auto-entreprise pour faire les montages de meubles et les livraisons de meubles pour les investisseurs. Et le mec, il cartonne. Il surcartonne. Mais donc, bah, du coup, c'est aussi ce genre de personnes qui m'ont aidé à déléguer au maximum quand je ne pouvais pas être présent. Et c'est plein de petites choses comme ça. Et après, une colocation, une fois que j'ai mis les colocs dedans, ben, on se débrouille comme il faut, à savoir bail électronique, visite virtuelle, visite avec les colocataires qui sont là-bas. Moi, je n'ai pas besoin d'être là. Enfin, les futurs colocs, une fois que la coloc est en place, quand il y a un changement, les colocataires, ils ne veulent pas me rencontrer. Ils veulent rencontrer les colocs qui sont dans la colocation. Donc là, pareil, je ne suis pas, je suis pas une obligation. Je réponds au téléphone et je fais passer les messages. Et juste une dernière question, une thématique des fois qu'on oublie un peu sur le côté fiscalité. Est-ce que, au vu de ta situation, est-ce que tu es plus maintenant, j'en déduis un petit peu, mais je me trompe peut-être, que tu as dû passer en LMP ou tu es concerné par cette réforme? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi je pose cette question et je l'ai posée à toutes les personnes que j'ai investies? C'est que je suis moi-même en LMP depuis cette année. On a entendu tout et son contraire sur Internet depuis 12 mois sur ce statut-là, comme quoi ce n'était pas bien, comme quoi c'était génial, etc. Je serais très curieux d'avoir ton avis justement sur la question à ce niveau-là. Ah, là, tu poses une question épineuse. À l'heure où tu poses cette question, c'est un peu mes préoccupations et priorités de cette année, de cette fin d'année, parce que je ne suis pas en LMP pour encore, mais parce que j'ai aussi c'est particulier. J'ai des revenus du web, j'ai des revenus de mon intermittence, je suis en couple, donc enfin, c'est-à-dire que c'est un foyer fiscal aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que pour l'instant, en gros, mes revenus du foyer fiscal sont supérieurs au loyer. Donc, je ne suis pas encore passé LMP, mais j'ai quand même des grosses problématiques qui ne concernent quasi personne. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais le fait est que je suis intermittent du spectacle encore pour le moment. Je touche des revenus du chômage quand je ne travaille pas. En gros, c'est le chômage qui indemnise. Et je sais que c'est très compliqué avec le passage en LMP, puisque à partir du moment où je vais être considéré loueur meublé professionnel, il risque d'y avoir un impact par rapport à mon chômage. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention aussi. Peut-être ça peut concerner certaines personnes, les personnes qui investissent dans l'immobilier et qui décident d'arrêter leur boulot pour vivre de leur première rente. Attention à ne pas être en LMP et que finalement, les loyers bouffent tout le chômage qu'ils pourraient percevoir s'ils quittaient leur boulot avec d'une façon à toucher le chômage à un moment donné. Parce que
Hein, là-dessus, je suis quelqu'un d'assez transparent. Je ne suis pas du genre à raconter les belles choses pour un côté marketing. Mais le fait de dire, enfin, il y a des personnes qui se retrouvent à arrêter de travailler parce qu'ils se disent rentiers, mais ils touchent le chômage parce qu'en général, ils ont quitté leur boulot d'une façon à toucher le chômage pendant 2 ans. Mais aujourd'hui, fiscalement, il faut quand même voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et c'est plus compliqué qu'auparavant. Et une dernière question pour terminer. Merci beaucoup pour tous les partages que tu as faits sur vis-à-vis de ton histoire où tu disais toi-même que tu es parti entre guillemets de très très loin pour reprendre vraiment tes mots justement. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune justement qui à l'heure actuelle, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur justement, qui est juste en train de profiter pleinement de la vie comme tu l'as fait, comme on le fait encore, comme je l'ai beaucoup fait, mais qui du coup ne fait pas du tout attention à ça, dépense un peu son argent juste en pensant au présent et en des fois contractant des crédits, etc. Vis-à-vis de ton expérience à toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quel message tu aurais à partager justement vis-à-vis de ça? Je pense qu'il y a un temps pour tout. Et qu'honnêtement, je ne regrette pas du tout ma vie passée et une vie où j'ai pu profiter, j'ai pu vivre à Londres et faire ma crise d'adolescent à Londres. Et c'était génial, j'ai adoré ça, j'ai adoré tout ce que j'ai fait. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai un passé de musicien où j'ai fait des clips, des albums. Enfin, j'ai adoré tout ça, je ne regrette pas. Et je pense qu'il y a vraiment un temps pour tout, c'est-à-dire que en fait, ça dépend à quel moment on a le déclic. J'aurais eu le déclic à 60 ans, ça aurait été chiant. Maintenant, je l'ai eu assez tôt pour pouvoir avoir profité de ma vie d'une certaine manière et aujourd'hui de profiter d'une autre manière. Mais c'est vrai que les personnes qui sont plus jeunes, souvent je leur dis, profitez, mais regardez ce qu'on peut faire à côté et comment on peut construire des actifs. Ces actifs pourront plus ou moins financer certains de vos passifs beaucoup plus intelligemment qu'avec des crédits à la consommation. Et plus on commence jeune, plus on peut créer un patrimoine, plus on peut créer cet effet boule de neige si on décide d'investir une partie de notre cash flow dans de la bourse, dans la crypto-monnaie. Et tout ça, finalement, euh, ça va. Je suis plus aujourd'hui, même si je dis profitons des moments et le déclic arrive quand il arrive, je suis plus à dire, à préférer les actions, en fait, d'avoir les plaisirs différés que les plaisirs de suite. Enfin, je ne sais plus comment on dit exactement, je pense que tu situes ce que je veux dire, mais à me dire, ben, je préfère aujourd'hui bosser peut-être un peu plus et pouvoir profiter de tout ce que j'aurais construit aujourd'hui par la suite que de profiter à fond en ce moment. Même si après, je commence à me faire vieux. On dirait le. C'est pas vraiment ça ce que je veux dire, parce que je suis pas vieux, mais euh, j'ai plus les envies d'aller en boîte de nuit, par exemple. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on est en période Covid. C'est vrai que j'ai pas le manque des boîtes de nuit ouvertes. J'y pense pas, quoi. Je suis couché à 22 heures, mais je me force pas. Donc, Mais pour les personnes qui ont encore un peu cette folie, enfin, cette folie, cette envie de profiter, c'est profiter, mais gardez en tête qu'aujourd'hui, les actifs que vous allez construire vous serviront pour plus tard. Et finalement, ça ne demande pas énormément d'efforts pour créer des premiers actifs. Hmm. Je pense que je trouve ça top qu'on conclue là-dessus parce que je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre en fait. C'est pas forcément de basculer dans un régime de moine bouddhiste, on va dire, et de ne plus Ouais. sortir, de ne plus profiter ni rien, et que les deux sont complètement jouables et que c'est complètement possible d'en profiter tout en pensant justement à se construire, comme tu disais, ses actifs pour financer derrière potentiellement ses passifs. Merci Ouais, beaucoup Nicolas ouais, pour totalement. cette interview. Merci à toi pour ta présence. Désolé pour ces aléas de bugs. Et merci pour ton partage et toute ton histoire inspirante. Bah, merci à toi, Benjamin, pour cette invitation. C'était un plaisir.